Il existe une arme capable de transformer l'air d'une pièce en une boule de feu de 3000 degrés et de renvoyer l'onde de choc dans tous les sens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de vivant à l'intérieur de cette même pièce. Cette arme est utilisée depuis 50 ans, elle est produite industriellement, elle est vendue légalement, et si vous cherchez son nom dans les grands traités internationaux sur les armes interdites, les armes chimiques, les armes biologiques, les mines antipersonnelles ou les armes incendiaires, elle y est pas. Parce que les gens qui écrivent les traités sont les mêmes qui la fabriquent. Elle s'appelle l'arme thermobarique. Et voici son histoire. Avant de parler de qui les fabrique, qui les utilise et pourquoi personne ne les interdit, il faut peut-être comprendre ce que c'est. Parce que le nom ne vous aide pas vraiment. Thermobarique, ça sonne comme un appareil de cuisine haut de gamme. Mais c'est pas ça. Une bombe thermobarique fonctionne en 2 temps. Et ces 2 temps sont très importants, parce que c'est précisément là que réside son génie. Enfin, si on peut appeler génie quelque chose conçu pour tuer des gens dans des caves. Dans un premier temps, la charge s'ouvre et disperse un nuage de carburant ultra fin, de la poudre d'aluminium, de l'oxyde de propylène, parfois d'autres composés. Ce nuage ne brûle pas encore. Dans un deuxième temps, une microseconde plus tard, une deuxième charge enflamme ce nuage. Et là, tout ce que vous appeliez l'air autour de vous devient un four à 3000 degrés. Et c'est là que le nom prend son sens. Thermos, la chaleur. Baros, la pression. L'onde de souffle qui en résulte voyage plus vite que le son. Elle comprime tout autour de son passage, les murs, les structures et les corps. Puis elle repart dans le sens inverse. Une dépression brutale qui aspire les débris, l'air et tout ce qui reste. Voilà pourquoi certains militaires américains appellent ces armes Enhanced Blast Weapons, des armes à effet de souffle amélioré. Ce qui rend ces armes particulièrement dévastatrices dans les espaces confinés, c'est simple. L'onde de souffle rebondit sur les murs, elle revient, elle repart, dans un tunnel, un sous-sol, un bâtiment ou une grotte. L'effet est multiplié par la géométrie même de l'espace. Ces armes ont été conçues pour les gens qui cherchent à se mettre à l'abri. Et c'est leur usage premier. C'est vraiment leur design. Elles sont faites pour vous chasser alors que vous êtes en train de vous cacher. Alors d'où ça vient ce truc-là mais pourquoi on a inventé un truc pareil? Eh ben dans les années 60, les États-Unis sont au Vietnam. La guerre ressemble à tout sauf à ce qu'ils avaient prévu. La jungle est dense, les tunnels sont partout, et les bombes classiques tombent souvent sans toucher grand-chose d'autre que les arbres ou les civils. Les stratèges militaires ont un problème. Ils veulent dégager des zones de la jungle pour poser des hélicoptères qui, eux, poseront d'autres trucs, genre des troupes. Sauf que couper les arbres à la hache, ça prend du temps. Et puis bon, ils ont déjà le napalm, mais ça brûle et ça dégaze pas vraiment proprement, même les soldats s'en plaignent, alors bon. Les premières armes thermobariques opérationnelles sont donc américaines. Ce sont les BLU-72 et BLU-73. Elles sont largement testées au Vietnam dans les années 68-70, et le programme s'appelle PAV-PET. PAV-PET. Bon, j'ai pas de blague là-dessus. Leur mission officielle, c'est de créer des zones d'atterrissage d'urgence dans la jungle. Et pendant ce temps, à Moscou, les ingénieurs soviétiques travaillent sur le même problème, mais depuis un angle différent. Eux, ils pensent à l'Afghanistan, à ces belles montagnes, à ces magnifiques grottes, aux Moudjahidines qui disparaissent dans justement ces montagnes et ces grottes comme des fantômes. Alors ils inventent le RPO-A, Shmel, ça veut dire le bourdon. Développé dans les années 70, c'est une roquette thermobarique portable. Un seul soldat, une seule épaule, et une charge suffisante pour détruire un bâtiment tout entier. Ce qui est fascinant dans l'histoire parallèle de ces deux programmes, c'est qu'ils arrivent exactement au même endroit, par deux routes complètement différentes. Les Américains partent d'un problème de jardinage, et les Soviétiques partent d'un problème de géologie. Et les deux finissent par créer des armes dont l'usage principal sera, dans les décennies suivantes, de tuer des gens dans des immeubles. Cool. Aujourd'hui, les armes thermobariques sont produites par un nombre
significatif de pays. Significatif, c'est un mot choisi, parce qu'on n'a pas de liste officielle. Il n'existe pas de registre mondial des fabricants d'armes thermobariques. Ce n'est pas comme les armes chimiques ou biologiques, pour lesquelles il existe des traités de non-prolifération, avec des inspecteurs et des mécanismes de vérification. Non. Là, c'est le marché libre. La Russie est le producteur le plus documenté et le plus prolifique. Le TOS 1A, surnommé Buratino, est un système monté sur un blindé avec 30 tubes lance-roquettes thermobariques, d'une portée de 6 km, avec un effet dévastateur sur tout ce qui se trouve dans la zone d'impact. Son successeur, le TOS 2 Tososhka, est monté sur des roues pour une meilleure mobilité. C'est l'upgrade, la version pro. Mais les États-Unis ne sont pas en reste. Ils ont développé depuis le Vietnam de nombreuses variantes, notamment la BLU 118B. Il y a aussi la SMOW-NE, une roquette d'épaule à charge thermobarique. Pour une fois que c'est les Américains qui ont pompé sur les Russes, c'est quand même pas mal. Le NE, c'est pour Novel Explosive. Mais bon, la traduction sans filtre, c'est on a trouvé un nouveau mot pour ne pas dire thermobarique dans le rapport. La Chine, Israël, l'Iran, la Turquie, la Corée du Nord, tous ont des programmes documentés ou fortement suspectés. Les données d'exportation sont opaques. Les ventes se font souvent dans des cadres bilatéraux, discrets, sans registre public. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces armes ne sont pas rares. Elles ne sont pas exotiques. Elles sont produites industriellement, stockées, exportées et largement utilisées. C'est un peu comme des voitures, mais avec un marché secondaire beaucoup moins régulé. Alors je suis désolé, on est en train de parler d'une arme. Si je veux vous expliquer qui les utilise et où, il faut aborder la partie où ça devient difficile de regarder les choses en face. Mais on va quand même le faire. On commence par l'Afghanistan, à la fin des années 1980. L'armée soviétique utilise massivement le RPOA SMEL pendant toute la durée de son occupation. Human Rights Watch et des équipes médicales sur place documentent des blessures caractéristiques, des poumons déchirés, des lésions internes sans traces externes visibles, sur des civils dans des villages qui n'avaient aucune présence militaire connue. La communauté internationale condamne l'invasion soviétique. Les armes utilisées, elles, ne font l'objet d'aucune mention spécifique. En 2004, à Fallujah, les Marines américains utilisent le SMOW-NE, donc leur roquette portative thermobarique, dans des quartiers résidentiels lors de la bataille de Fallujah. L'armée américaine confirme l'utilisation de ces munitions, précise qu'elles sont conformes au droit international applicable, ce qui est vrai, et ça s'arrête là. En Syrie, entre 2012 et 2019, c'est le cas d'école. Enfin, si cas d'école peut s'appliquer à quelque chose d'aussi horrible, le régime d'Assad utilise des armes à effet thermobarique contre sa propre population. Des rapports de l'ONU, d'Amnesty International, de Médecins sans frontières, le documentent avec des preuves photographiques, des témoignages et des analyses balistiques. La Russie, qui soutient Assad militairement, utilise ses propres armes thermobariques dans le cadre de ses frappes aériennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait intervenir, sauf que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité et qu'elle dispose d'un droit de veto. Et finalement, en Ukraine, de 2022 à sûrement aujourd'hui, voire là, il y a quelques heures, tellement c'est n'importe quoi, des TOS 1A sont filmés, géolocalisés, identifiés, dans des dizaines de vidéos vérifiées à Mariupol, Kharkiv, dans des zones résidentielles, dans des immeubles d'habitation, des sous-sols où des familles s'étaient réfugiées. Cette fois, la réaction internationale elle est beaucoup plus forte. Des sanctions économiques sans précédent, la communauté internationale organise des livraisons d'armes à l'Ukraine et condamne la Russie aux Nations Unies. Mais toujours pas d'interdiction spécifique des armes thermobariques. Mais alors pourquoi c'est encore légal ? C'est vraiment la question qui devrait tenir tout le monde éveillé la nuit. Le droit international humanitaire, les conventions de Genève, leurs protocoles additionnels interdisent les armes qui causent des souffrances inutiles, les armes à effet indiscriminé, les armes incendiaires utilisées contre des civils, et les armes thermobariques. Elles brûlent.
Elles dévastent sans discriminer, elles détruisent des poumons, des tympans, des organes, et pourtant elles ne rentrent dans aucune des cases d'interdiction existantes. En même temps, c'est pas des armes chimiques. Elles n'utilisent pas des agents toxiques au sens conventionnel. Elles sont pas non plus biologiques, bon ça c'est évident, mais ce ne sont pas non plus des armes incendiaires, au sens strict, parce que leur effet principal, c'est l'onde de souffle, pas les flammes. Même si ça brûle, même si la distinction est, dans les faits, parfaitement absurde. Il existe bien le protocole 3 de la Convention sur certaines armes classiques, dont on a déjà parlé, qui traite de ces armes incendiaires, mais les armes thermobariques n'y sont pas explicitement mentionnées. Et les États qui les utilisent le plus, soit ne l'ont pas ratifié, soit ont formulé des réserves suffisamment vagues pour s'exonérer de tout contrôle. Et ce vide juridique, ce n'est pas un accident, c'est un choix. Les États qui produisent ces armes sont pour la plupart les mêmes États qui siègent aux tables de négociation des traités internationaux. C'est le même groupe de personnes, c'est le même club. Et dans ce club, on vote pas pour interdire ses propres jouets. Vous allez me dire c'est une théorie du complot ou je sais pas quoi. Non, c'est de la mécanique institutionnelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Les traités internationaux existent parce que suffisamment d'États ont décidé qu'ils étaient dans leurs intérêts. La Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles existe parce que les mines tuent des enfants en temps de paix. Et que les ONG ont mené des campagnes mondiales pendant des années et qu'un nombre suffisant d'États ont finalement dit « bon bah d'accord, ok, on arrête tout ». Mais les grandes puissances militaires, les États-Unis, la Russie, la Chine, ils n'ont jamais signé ces trucs-là. Pour les armes thermobariques, la campagne n'a même pas encore eu lieu. Pas eu de mouvement de masse ou de prix Nobel, juste des rapports d'ONG dont tout le monde s'en fout. Alors depuis 1980, soit presque maintenant 50 ans, les armes thermobariques ont été utilisées dans au moins 8 conflits documentés. Elles ont fait l'objet de 0 traité d'interdiction internationale. Il n'y a aucune négociation en cours pour en créer un, et il n'y a aucun pays dans le monde qui a officiellement demandé l'ouverture de ces négociations. Il y a un mot pour décrire une situation où tout le monde sait ce qui se passe, où tout est documenté, photographié, analysé, et où rien ne change. Ce mot-là, c'est pas échec, c'est choix.